te rappelles Conan l'aventurier ? Tu voudrais que je fasse le cac des adaptations ? C'est pas possible. La série de nouvelles d'origine, écrite par Robert Howard, s'intitule Conan le Barbare. Et c'est pas seulement pour éviter la contrepétrie qu'on a changé le titre. C'est pourquoi alors ? Pour montrer que c'est une adaptation libre ? Bon, en réalité, j'en ai aucune idée de pourquoi ils ont opté pour l'aventurier plutôt que le barbare. Mais de la même manière que pour Draculito Monseigneur, je souhaiterais proposer une théorie surinterprétative qui aura l'avantage de résumer en peu de mots en quoi Conan l'aventurier est une adaptation fidèle et en quoi elle ne l'est pas. Fais donc. Quand on commence à lire les nouvelles, aux éditions Brajlon, c'est-à-dire celles qui sont conformes à l'œuvre d'origine, on se rend très rapidement compte que ces nouvelles, les auteurs de la série animée les ont lues. Au-delà des peuples et des lieux repris de l'univers d'Howard, des détails plutôt précis de la série sont clairement repris d'éléments plus ou moins anecdotiques des nouvelles. Les scénarios de certains épisodes en sont clairement adaptés, et pour certains c'est plus ambigu, mais l'inspiration est évidente. L'apparence physique de Conan, ainsi que le fossé culturel qui le sépare des peuples décivilisés, est également plutôt conforme aux nouvelles. Le goût des effusions de sang en moins, bien évidemment, car faut-il le préciser, les nouvelles sont très violentes, et la série animée trouve diverses méthodes pour ne pas l'être tant que ça. Nous y reviendrons. En revanche, la structure de la série fait de Conan un personnage fondamentalement contradictoire avec ce que Howard entend par barbare. Je m'explique. Dans les nouvelles, Conan est essentiellement un héros solitaire, sans attache, sans véritable but à long terme sinon celui de satisfaire ses divers appétits. En un sens, il est très comparable à Luffy dans One Piece, à cette différence près que Conan ne ressent pas le besoin de prouver qu'il est libre. Il est libre, point final, car c'est un barbare. Il protège ses amis parce que ce sont ses amis et tue ses ennemis parce que ce sont ses ennemis. Il n'est pas totalement ignorant des us et coutumes des peuples civilisés, mais considère avec l'auteur que la complexité de la civilisation est un fourvoiement. Pas parce que lui, Conan, détiendrait une sagesse plus pure, mais parce que le mode de vie d'un barbare est satisfaisant donc suffisant, et que celui d'une personne civilisée est souvent insatisfaisant et de surcroît aliénant. Un être civilisé perd, en signant le contrat social, le réflexe de lutter pour sa vie, qui peut devenir nécessaire à n'importe quel moment. Les aventures de Conan sont racontées dans le désordre, comme des chroniques, parce que même si la vie de Conan suit une trajectoire, cette trajectoire n'est pas importante. Or, tu me vois venir ? Oui, j'ai compris. Or, la série animée Conan l'aventurier est une série semi à suivre, avec une intrigue suivie. Conan a un objectif à long terme, délivrer ses pauvres parents changés en pierre par les méchants. Étrange formulation. J'y reviendrai. Et il a également des compagnons réguliers qui définissent nécessairement Conan comme autre chose que ce qu'Howard entend par barbare. Conan a des attachés, un but, ce n'est donc pas Conan le barbare, c'est Conan l'aventurier. C'est une série très surprenante à plus d'un titre. En premier lieu, donc, c'est une série semi à suivre dont il faut voir les épisodes dans le bon ordre. Bon ordre qui d'ailleurs n'est pas indiqué. Ni le listing français, ni le listing américain, puisque les deux sont différents, ne proposent un ordre cohérent. Dans chaque cas, il y a un épisode qui devrait être plus tôt ou plus tard dans la chronologie. Soyons indulgents et disons que c'est un hommage aux nouvelles qui sont dans le désordre. Disons ça, mais c'est étrange parce que la plupart des séries de ce genre ont des épisodes moins interconnectés et que quitte à ce qu'il y en ait une où ils le sont autant, c'est bizarre que ce soit précisément celle adaptée d'une œuvre d'origine où la chronologie n'a pas d'importance. Conan l'aventurier est une série animée qui fait preuve d'un important souci du détail et où rien n'est laissé de côté. Elle prend parfois soin de nous rappeler des éléments complètement anecdotiques que n'importe quelle autre série de ce genre aurait vite fait d'oublier. Chose notable, elle fait ça sans flashback et sans cérémonie, ce qui fait qu'un élément récurrent n'est pas toujours explicitement présenté comme récurrent. Résultat des courses, il arrive qu'on nous présente tel objet, cette dague par exemple, et qu'on ne sache pas si c'est la même que celle dont Conan s'était mis en quête à la fin d'un épisode précédent. Mais dans l'ensemble, il est très clair que la conservation et la récurrence des détails sont la règle plus que l'exception. Les personnages secondaires ont tous une sous-intrigue personnelle et chacune de ces sous-intrigues fait l'objet d'un développement, en général sur plusieurs épisodes. Cet état de fait contraste particulièrement avec l'esthétique générale de la série. En effet, à l'instar de X-Men ou des motards de l'espace, Conan l'aventurier fait très années 80 sur le tard, visuellement. Le générique français chanté par Bernard Minet y contribue. Par la force de l'épée magique, il mène une lutte fantastique, celle du bien contre le mal. Il est génial ce générique. Bien mieux que le générique américain qui est plan-plan comme c'est pas permis et tout aussi peu représentatif de l'état d'esprit de la série. Conan, the mightiest warrior ever, his quest to undo the spell of living stone cast upon his family. Peu représentatif. Bon, admettons-le, les génériques de Bernard Minet se ressemblent tous. Et vous savez quoi ? C'est efficace. Un générique est-il une vitrine ? Finalement, non, pas quand on se le tape pendant 65 épisodes. Le générique doit être motivant. Nous qui vous présentons les séries en essayant de leur être fidèles, nous avons pour règle de n'utiliser que de la musique d'ambiance de la série dont on est en train de parler comme trame de fond de nos vidéos. Elle a pour but de ne pas vous induire en erreur, et nous n'avons été contraints d'y déroger qu'une fois jusqu'à présent, pour Inspecteur Poisson. Mais le générique, au bout d'un moment, on le regarde parce qu'il est au début de l'épisode, et on regarde l'épisode parce qu'on connaît la série et qu'on adhère à son concept. Donc le générique doit surtout nous motiver à regarder l'épisode. Et ici, ce dont il faut nous donner envie, c'est de suivre les aventures de Conan l'aventurier, qui mène la lutte fantastique du bien contre le mal, et qui se bat pour sauver la Terre au grand galop sur son tonnerre. Pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants.
méchants. Résumé du début. Une nuit, une pluie de météorites s'abat sur les plaines désertiques de la Cimmérie. Du métal dont ces météorites sont faites, baptisé métal étoile d'après son origine extraterrestre, le père du jeune Conan, forgeron de son état comme il l'est d'ailleurs dans les nouvelles, fabrique des armes et des outils pour les vendre à la grande fête des marchands. Meiramon, le roi sorcier stygien, convoite le métal étoile. Son maître Seth, le dieu serpent, enfermé dans les abysses par une coalition de magiciens au début des temps, lui ordonne de bâtir 7 pyramides avec un disque en métal étoile à leur sommet, car ce métal réagit à la présence de Seth et de ses disciples et réciproquement, et que ce dispositif lui permettrait donc de quitter les abysses et de régner à nouveau sur la Terre. Iramon se rend alors en Cimmérie pour réquisitionner le métal étoile, et face au refus du père de Conan, lance au forgeron, à son épouse et à son père la malédiction des pierres vivantes, c'est-à-dire qu'il les pétrifie. Conan, parti chercher l'épée en métal étoile que son père lui avait promise lorsqu'il serait suffisamment grand et fort, revient trop tard pour les sauver. Il jure par Chrome de trouver une solution. Le fantôme d'Épémétrius, le sage, puissant sorcier qui a combattu Seth par le passé, lui apparaît. Il lui confie la mission d'empêcher Seth de revenir sur la Terre. En échange, il lui prête Nidol, son phénix de compagnie, et lui donne des instructions. Si Conan parvient à détruire l'anneau noir qu'Iramon porte au doigt, la malédiction des pierres vivantes sera levée. Spoiler, en fait c'est pas vrai du tout. La malédiction des pierres vivantes n'est pas provoquée par la magie de l'anneau noir, mais par un poison qu'Iramon récupère auprès d'une créature fantastique, et elle peut être provoquée par d'autres créatures liées à Seth indépendamment de l'anneau noir. Ce n'est pas important, car Conan comprend assez vite que ce plan A consistant à frapper à la porte d'Iramon pour le vaincre en combat singulier a de trop faibles chances de succès. Donc dès les premiers épisodes, il se met en tête de parcourir le monde à la recherche d'un plan B. Le côté incongru de cette renonciation soudaine et tacite au plan A est contrebalancé non seulement par le fait qu'effectivement, il y a des tas de sorciers dans cet univers et que ce serait bien le diable s'il n'y en avait pas un qui connaîtrait un remède à la malédiction des pierres vivantes, mais aussi par le fait que les premiers épisodes se suivent, comme un feuilleton, malgré le fait que les personnages semblent avoir oublié le plan A. Après cette courte suite d'épisodes, la série devient semi à suivre comme ça se fait beaucoup en Occident, avec, on l'a dit, un important souci du détail et une continuité plutôt forte. N'anticipons pas. Certes, les premiers épisodes racontent un voyage dont les étapes s'enchaînent de façon logique, mais ils sont surtout l'occasion pour Conan de rencontrer ses compagnons. En plus de son cheval Tonnerre qu'il rencontre dans le premier épisode, il aura 6 compagnons en tout. On les présentera plus en détail plus tard, mais ces 6 compagnons auront pour la plupart une quête personnelle ou ce qui s'en rapproche, et surtout, à part Nidol le Phénix qu'on a déjà mentionné, ils auront tous ou feront l'acquisition d'armes en métal étoile. Il faut expliquer le rôle que tient le métal étoile dans l'intrigue. Bon, d'abord, Iramon a besoin d'en avoir en quantité suffisante pour construire les disques au sommet des pyramides. Il cherchera donc à s'emparer des armes des héros comme vengeur dans Donjons et Dragons. Il échouera toujours. Il essaiera aussi occasionnellement de récupérer une partie du métal étoile tombé sur Terre lors de la pluie de météorites. Ça par contre, il lui arrivera de réussir. On est dans une série suffisamment mature et complexe pour que les gentils ne soient pas obligés de remporter toutes les batailles pour gagner la guerre. Donc de temps en temps, les méchants gagnent. Mais surtout, le métal étoile est un ressort scénaristique ingénieux pour rendre la série compatible avec les standards américains pour la violence. Les ennemis principaux des héros sont les Stygiens, et à 2, peut-être 3 exceptions près, les Stygiens sont des hommes serpents. On voit d'autres adeptes de Seth qui ne sont apparemment pas des hommes serpents. Soit. Ce qu'on entend par Stygien et à quel point être Stygien impose d'être un homme serpent n'est pas clair. Disons alors que les Stygiens qui sont à la solde d'Iramon sont des hommes serpents, et que des hommes serpents, il y en a 2 variétés. Les choses comme Drex, le sidekick d'Iramon, on y reviendra après, et les hommes serpents humanoïdes. Des indices laissent à penser qu'un homme serpent ne vieillit pas. On ne naît pas forcément homme serpent. Parfois apparemment on le devient. Mais quand on est un homme serpent, on peut prendre une apparence humaine et on est lié à Seth. Pour cette raison, on est sensible aux radiations du métal étoile. Non seulement un homme serpent est forcé de reprendre sa véritable apparence à proximité du métal étoile, mais en plus il ne peut pas toucher le métal étoile sous peine d'être téléporté auprès de Seth, c'est-à-dire en l'occurrence dans les abysses. Du coup, une scène de bagarre contre les hommes serpents, ça ressemble à ça. Sitôt que les armes des héros les touchent, les hommes serpents sont téléportés dans les abysses et laissent leurs vêtements derrière eux. C'est un compromis ingénieux pour faire des scènes qui soient réellement épiques sans effusion de sang. La série n'abuse pas de cet artifice. Il arrive que des personnages meurent réellement, parfois même explicitement, et cette règle sur les hommes serpents est stricte. Elle ne concerne que les serviteurs de Seth, et seulement si Seth est toujours dans les abysses, sans quoi le métal étoile oblige seulement les hommes serpents à se téléporter sur place. L'univers de la série est riche puisqu'elle puise ses idées dans les nouvelles qui regorgent de détails intéressants à exploiter, et les scénarios des épisodes sont diversifiés. Rien que le fait que les hommes serpents soient à la fois des soldats et des polymorphes, ça permet de faire à la fois des épisodes de baston et des épisodes de conspiration. Mais surtout, cette richesse est favorisée par le très bon développement des personnages, tant chez les gentils que chez les méchants. Conan a une personnalité de héros standard. Ah, au passage, oui, le générique prononce ça Conan, mais les dialogues le prononcent Conan, donc on le prononce Conan.
Élu par le destin, ou plutôt par Epimétrius, pour faire tomber le dieu du mal, il s'avère qu'il est l'héritier du trône de l'Atlantide, continent disparu dont les survivants ont trouvé refuge en Cimmérie et sont devenus les ancêtres du peuple de Conan. Mais outre son héritage et sa mission, il n'a rien de particulier par rapport à tout autre héros de dessin animé du même genre. À quel point le fait d'être un barbare le rend inculte, brutal ou amoral dépend à qui on demande, les autres personnages ont tendance à le prendre pour plus bête qu'il ne l'est, et dépend aussi des épisodes. Le fait qu'il soit macho ou non aussi, ça dépend des épisodes. Il lui arrive de dire qu'il ne se bat pas contre les femmes, alors qu'il se bat régulièrement contre la sorcière Mesmira, on reviendra sur elle, et contre d'autres méchantes telles que cette sorcière. Mais la plupart du temps, la série dépeint Conan comme un héros simple, doté du sens de l'honneur et qui ne se lance dans la bagarre que si c'est utile. Il délègue le fait d'avoir une personnalité complexe à ses compagnons, qui sont souvent d'une certaine manière des aspects du Conan des nouvelles. À plus d'un titre, cette série, c'est un peu Conan l'alliance des héros. Oui, car il ne vous aura pas échappé que 6 compagnons, c'est beaucoup. En réalité, dans la majorité des épisodes, Conan n'en aura qu'un, voire 2. Les autres vacants à leurs affaires de leur côté hors cadre quand on n'a pas besoin d'eux. C'est un peu comme Batman l'alliance des héros, effectivement. On a d'un côté Conan dans le rôle de Batman, c'est-à-dire du Brave, le héros standard, et le compagnon dans le rôle du Bold, c'est-à-dire celui dont la personnalité est le moteur de l'intrigue, ou à contrario, celui qui va guider Conan dans un univers qu'il connaît mal. Ce qui m'incite à penser qu'il faut voir les compagnons comme des aspects de Conan, c'est que comme j'ai dit, certains épisodes sont plus ou moins librement adaptés de nouvelles et que dans ces cas-là, il arrive que ce soit un compagnon qui joue le rôle que Conan joue dans la nouvelle. Mais évidemment, ce point de vue est plus facile à défendre pour certains compagnons que pour d'autres. Déjà, Nidol est réellement un personnage distinct de Conan, pas une extension de lui. Il est directement adapté de la première nouvelle, le phénix sur l'épée. Aucun des autres compagnons n'est aussi directement adapté. Il est dans tous les épisodes. Pour cause, Conan le transporte avec lui sous forme d'un dessin sur son bouclier. En fait, Nidol peut se transformer en dessin sur n'importe quelle surface et devenir plat, ce qui lui permet de passer dans les interstices. Malheureusement, il est très petit donc il ne peut pas transporter les objets lourds. Sa principale contribution dans les épisodes consiste généralement à éclairer les endroits sombres avec ses yeux. En termes de personnalité, il est... Qui je suis? Je suis le gardien des âmes perdues! Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible Mushu! Ah, un vrai persan, hein? Oui, c'est un peu ça. C'est un bébé phénix qui ne deviendra grand que s'il prouve sa valeur. C'est ça son objectif dans la série. Donc par définition, il est immature. Il proteste bruyamment chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose. Et le premier truc qu'il fait en sortant de son bouclier consiste généralement à insulter Conan. Calme-toi un peu, espèce de grosse brute, et ne tape pas aussi fort, je ne suis pas sourd. Tu trouves toujours le moyen de me réveiller quand je fais un rêve divin, pauvre lourdon. Mais qu'est-ce que le gros barbare lourdon veut maintenant? On peut en fait presque compter sur les doigts de la main les fois où il ne le fait pas. Il y a beaucoup de vérités fausses numéro 2 entre Conan et Nidol. Bon, évidemment pas la version romantique, la version amicale. Il y a beaucoup de scènes de conflit verbal entre deux, mais il y a aussi et surtout des dialogues très emphatiques où ils s'inquiètent l'un pour l'autre et des scènes très mignonnes entre eux. Le deuxième compagnon rencontré par Conan est Zula, le prince héritier des Wasai. Initialement armé de bolas en métal étoile, il les fait fondre pour s'en faire un boomerang. Oui, vous devez vous dire que ce type de changement est peu courant dans une série semée à suivre, sauf si c'est pour une saison 2. Conan l'Aventurier est découpé en 2 saisons. Une première saison courte de 13 épisodes qui se termine sur une grosse baston typique de fin de saison 1 quand on en a déjà prévu une deuxième, et une seconde saison plus longue de 52 épisodes. Enfin, il y a aussi une 3e saison... On n'en parlera pas, mais on y reviendra. Bref, à l'occasion de cette saison 2, il y a ce changement typique de saison 2, le troc des bolas contre un boomerang. Mais c'est à peu près le seul changement concret. Les changements graphiques sont parfois remarquables, mais sont généralement plutôt légers et on ne sent pas une vraie baisse de qualité. On considérera donc la série d'un bloc, sauf mention contraire. Zula donc possède une arme en métal étoile et peut aussi parler aux animaux en traçant au sol le signe de Jebalsag, le dieu de la nature. Il a une quête personnelle, même s'il n'en est pas conscient. Son cousin Gora est un traître à la solde d'Iramon. Seul le spectateur le sait, mais c'est une sous-intrigue suivie. Donc on sait que la quête personnelle de Zula, c'est de démasquer Gora, même si lui l'ignore. En termes de personnalité, Zula est relativement peu distinct de Conan, à tel point que, non content de devenir son frère de sang, Conan tentera d'apprendre la technique de Zula pour parler aux animaux avec un succès mitigé. C'est le premier vrai compagnon rencontré, il est surtout là pour donner la réplique à Conan au début. Il est quand même assez flagrant que du fait d'être un prince, Zula a une attitude plus noble que Conan. Il est plus sophistiqué, son sens de l'honneur est moins inconstant, et il a le cœur pur. Exact, alors si on reste sur cette idée que les compagnons sont des aspects de Conan, Zula est le Conan des nouvelles où il est roi d'Aquilonie, sur les épaules duquel pèse la responsabilité de tout un peuple. Après Zula, Conan rencontre Jasmine, c'est le seul personnage féminin du groupe. Presque. Bon, c'est aussi le love interest de Conan. Presque. Comment ça, presque? Tout à fait et complètement. C'est pas que c'est presque, c'est que la série combine comme elle peut la volonté d'avoir des intrigues romantiques et la chasteté qui semble être imposée à ce genre de série d'aventure américaine pour la jeunesse. Donc il est clair qu'il y a une sous-intrigue romantique entre Conan et Jasmine,
Mais ça dépend des épisodes. Il arrive à Jasmine de qualifier pudiquement Conan de son meilleur ami. Je ne suis pas amoureuse, c'est surtout mon meilleur ami, rien d'autre. Ça, c'est juste le scénariste stagiaire qui avait pas été mis au courant. Le reste du temps, Conan et Jasmine se comportent comme un couple tacitement établi. Ne me regarde pas comme ça, c'est ton phénix. Plutôt libre le couple alors. Y a jamais de baiser entre eux, mais c'est pas par pudeur parce que Conan n'hésite pas à rouler des pelles aux autres femmes. Ça n'arrive que dans 2 épisodes, et ces 2 épisodes n'ont pas l'air de trop coller à la continuité. C'est 2 épisodes adaptés de nouvelles, mais un seul paraît vraiment hors continuité. On y reviendra. Et Jasmine ne repousse pas très fermement les autres hommes qui lui tournent autour. Ça, c'est juste à cause de l'idée foireuse numéro 2. De toute façon, celui envers qui elle a le comportement le plus ambigu, c'est un type qui a vraiment besoin d'aide, et elle finit par lui dire relativement explicitement qu'elle préfère Conan. Écoute, je t'aime beaucoup. Mais pas comme tu aimes Conan. J'en étais sûr. Jasmine est le love interest. Point. Elle a des shuriken en métal étoile qu'elle peut rappeler à elle grâce à une potion dont elle les a enduits. C'est la même potion que Zula utilisera pour ses bolas et pour son boomerang. Combien Jasmine a d'étoiles dépend aussi des épisodes. Bon, Jasmine est peut-être un bon prétexte pour parler une bonne fois pour toutes de l'animation. Elle est passable, c'est-à-dire qu'elle passe. Elle est suffisamment jolie pour crédibiliser la série qui est pourtant exigeante de ce point de vue, puisque c'est une série d'action-aventure sérieuse presque à suivre. Suffisamment. Pas davantage. Elle présente certaines faiblesses flagrantes typiques de l'époque, voire des années 80, rappelons qu'esthétiquement la série fait plus années 80 qu'années 90, et certains détails tels que notamment le nombre d'étoiles de Jasmine sont variables. Notons que ces faiblesses ne sont pas seulement visuelles. Outre quelques détails un peu troubles du scénario de certains épisodes, il y a des dialogues étranges qu'on soupçonne d'être incorrectement traduits comme dans Les Motards de l'espace, et ce personnage féminin qu'on a déjà mentionné est doublé par un homme. En tant que sorcière de la tribu des Orishala, je vais pouvoir me servir de sa puissance pour mettre la main sur ce royaume. On connaissait ce genre d'erreur dans Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque. Pour revenir au visuel, il y a aussi des erreurs de raccord, comme Conan qui est dessiné avec son épée alors qu'il ne l'a pas, Needle pas dessiné sur le bouclier alors qu'il est dedans ou inversement, un élément de décor qui est inversé dans certains plans, et on peut aussi noter une certaine inconstance des chara-design. Pour Jasmine, c'est surtout qu'on a l'impression au début de la saison 2 qu'on a ajusté son look pour la rendre plus féminine, ce qui n'est pas aidé par des dialogues qui tendent à la rendre plus nunuche qu'elle ne l'était auparavant. En effet, la saison 1 exploitait relativement peu le fait qu'elle soit un personnage féminin. Conan la rencontre dans un cirque et elle est surtout l'acrobate du groupe, plus dans l'esquive et dans le combat à distance, moins dans la force brute, mais tout aussi physique. Beaucoup de nouvelles de Conan le Barbare le mettent en scène avec un sidekick féminin, et on pourrait dire par exemple que Jasmine tient le rôle de Valeria dans La Cité du Crâne Ardent, librement adapté des Clous Rouges, mais étant donné son rôle en général dans la série, et notamment dans les intrigues d'autres épisodes adaptés de nouvelles, je dirais que si on reste sur la théorie des aspects de Conan, Jasmine est le Conan maraudeur qui pille les tombeaux anciens et découvre des divinités extraterrestres réduites en esclavage dans des caves de sorciers. Mais sa quête personnelle n'a rien à voir avec le cirque, ni avec la maraude, mais avec ses parents. Comme pour Zula, c'est nous, spectateurs, et pas tellement elle, qui considérons ça comme une quête. Mais sa mère est otage des Stygiens puis prisonnière des abysses parce que son père est un homme serpent. Contrairement au reste de la cour de sa comtesse de mer, le père de Jasmine semble avoir toujours été un homme serpent, ce qui fait que Jasmine est à moitié homme serpent. Elle devra délivrer sa mère et choisir de laisser tomber son père, ou bien d'accepter son héritage et de se réconcilier avec lui. À travers le père de Jasmine, le spectateur constate d'ailleurs que les hommes serpents ne sont pas des esclaves mentaux d'Iramon et suivent leur chef de leur plein gré, même si le père de Jasmine est le seul à trahir son peuple pour sauver ses proches. À partir de là, les listings français et américains divergent, nous l'avons déjà mentionné. D'après le listing français, le plus logique, le compagnon suivant est Lougri. C'est un maître de l'air originaire de Xanthus, un pays de sorciers qui sont en fait des maîtres des éléments. Il fait l'acquisition au cours de la série d'une griffe en métal étoile qu'il greffe à son sceptre. C'est un sorcier. Je suis un quoi? L'idée des compagnons aspects de Conan ne fonctionne donc pas tellement sur lui, d'autant plus que dans les nouvelles, Conan exprime son aversion des sorciers qui, clairement, ne vivent pas dans le même univers que lui, et en termes d'ambition, et en termes de méthode. Ah, ces sorciers, attends-moi, j'arrive! Lougri est sans conteste un vrai personnage indépendant. Il a donc sa sous-intrigue et son méchant, plutôt indépendant d'Iramon. Sa méchante plutôt. Et pas indépendante de Seth, car les dialogues et les titres d'épisodes suggèrent qu'elle est stygienne, ce que les personnages semblent considérer comme une évidence. Il est sous-entendu qu'elle est en fait ou se prend pour la reine légitime de Stygie en exil. Peu importe, c'est une sorcière, elle s'appelle Mesmira. Elle a changé Sacha et Misha, la sœur et le frère de Lougri, en loup. C'est des gens qui ont eu 3 enfants et qui les ont appelés Sacha, Misha et Lougri. Ça c'est rien. Sacha et Misha ont l'air d'être des jumeaux, ce qui justifierait qu'ils aient des noms semblables entre eux et très différents de celui de leur frère. Moi ce qui m'amuse, c'est que celui qui n'est pas transformé en loup, c'est Lougri. Le nom Lougri est peut-être une référence aux nouvelles, où ce terme Lougri est souvent employé, notamment comme élément de comparaison. Bref, Mesmira, dite la reine de Stygie, a changé le frère et la sœur de Lougri en loup.
Les héros parviennent à limiter les dégâts et progressent au fil de la série dans leur quête secondaire de retransformer Sacha et Misha en humains. Le rôle de Sacha et Misha est d'être les compagnons de Lougri dans les épisodes de Lougri qui sont généralement des épisodes de sorciers. Sans bec. Le problème... c'est que Lougri les traite un peu comme des animaux. C'est ton frère et ta sœur! Si encore c'était ses cadets, on comprendrait qu'il les bichonne comme ça, mais non, c'est visiblement ses aînés. C'est pas si clair. Certains dialogues le sous-entendent, et Sacha et Misha ont effectivement l'air plus vieux, mais un flashback dit le contraire. Lougri est plus raisonnable et plus érudit que les autres compagnons. Il assure davantage d'exposition. Bref, c'est le mage. Physiquement, il est assez particulier. Ce qu'il a sur la figure est visiblement un tatouage, mais dans un futur apocalyptique, il ne l'aura plus. À la question que vous vous posez tous, à savoir... Je me demande comment il est sous son turban. La réponse est... ça dépend. Même s'il n'est pas un aspect de Conan, Conan aura besoin de la magie pour délivrer ses pauvres parents changés en pierre par les méchants, et devra donc apprendre quelques petites choses des mages de Xanthus. Les deux derniers compagnons se disputent le titre de compagnons de trop, mais la série trouve tout de même des choses à faire avec eux. Le premier, Snag, est un Vanir, c'est-à-dire un viking, mais c'est-à-dire surtout l'ennemi héréditaire des Cimériens. Il est dans une dynamique de Legolas et Gimli avec Conan. De Gimli et Gimli plutôt, Snag n'est jamais que Conan en pire. Oui. Dans les nouvelles, Conan n'est pas du tout typique des Cimériens. Les Cimériens sont généralement sinistres à l'image de leurs collines et de leur dieu Chrome. Mais Conan, lui, est un hédoniste, comme le sont les Aesir et les Vanir. Dans la série, Snag est le Conan des nouvelles où il est réellement le mercenaire barbare que l'imaginaire collectif retient de lui. Il tient son rôle dans un épisode adapté d'une nouvelle où Conan est typiquement un mercenaire barbare, et de façon générale, Snag est une version de Conan dont les mauvais côtés seraient exacerbés. Il est encore plus tête brûlée et encore plus primaire. Je n'ai pas l'impression qu'elle te soit reconnaissante. Ah, Conan, tu ne connais rien aux femmes, c'est sa façon de me dire que je lui plais. Il est sympathique quand même, parce qu'il assume, comme Montana Jones dans Montana. Et il a beau être encore plus primaire que Conan, il est malgré tout globalement plus au fait des choses de la civilisation que ne l'est le Cimérien. Il a une hache en métal étoile, et il n'a pas vraiment de quête personnelle. Il cherche un peu sa voie, mais il vit surtout l'instant. On en revient à l'idée qu'il est l'aspect barbare de Conan, au sens de Howard. Ce qui est inconstant chez lui, c'est sa couleur de cheveux. Il est tantôt roux, tantôt brun. On en arrive donc au dernier compagnon, Falkenard. Sale connard ? Falkenard. Sale connard. Bon, si tu veux, c'est de toute façon le compagnon le moins exploité, dont on se demande un peu d'où il sort. C'est un chef de tribu asiatique muni d'une sorte de cape qui lui permet de voler façon Hawkman. Il a un faucon et un fouet en métal étoile. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Pas grand-chose. Pas même qu'il serait le Jack William Dalton puisque l'équipe n'est pas souvent au complet. Donc il est soit le compagnon du jour ou l'un des deux, soit absent. Mais il est... générique. Il paraît redondant avec les autres, surtout avec Lougri, l'autre compagnon volant. À l'image de son caractère générique, il est doublé par Edgar Givry. Non, je regrette Conan. Malheureusement, le manteau des vents n'obéit qu'aux héritiers de race clan comme moi-même. Il ne t'obéira jamais. Oui, Conan l'aventurier est une série à Edgar Givry. Beaucoup de personnages secondaires et des tas de figurants sont doublés par Edgar Givry. Chers invités, permettez-moi de vous présenter mon adorable fille, Torana. Il était inoffensif jusqu'à maintenant, mais il s'est retourné contre moi et a voulu se comporter comme un humain. Je vais partir à la recherche de cette pierre précieuse sans perdre une seconde. Et c'est également le cas de Sale Connard. À la question que vous vous posez tous, à savoir... Je me demande comment il est sous sa capuche. La réponse est comme ça. Plus générique que ça, tu meurs. Il n'a pas vraiment de quête personnelle bien définie. Il a des objectifs et des enjeux dans certains épisodes, mais c'est surtout l'arc ennemi de l'un des deux lieutenants principaux d'Iramon, Winfang. Plus d'un siècle avant le début de notre histoire, Winfang était un homme, venturiste, général côtien chargé d'envahir la Stygie. Capturé par Iramon, transformé en bête volante hideuse et rejeté par les siens à son retour à Koth, Winfang n'a plus d'autre choix que de servir Iramon en échange de la promesse qu'un jour, peut-être, sa malédiction sera levée. Ainsi, même s'il n'est pas très méchant, il ne trahira Iramon qu'en échange d'un remède à sa transformation, ou alors peut-être pour Jasmine dont il est amoureux. Comme vous le voyez, on peut résumer son concept en peu de mots, mais ça n'en est pas moins un personnage plutôt intéressant, assez comparable à Graft dans Phantom 2040. Il est assez typique de la série, tant par son look que par son traitement. Comme tant d'autres choses, sa quête personnelle fait l'objet d'une sous-intrigue un peu suivie dans les épisodes. On n'oubliera ni qu'il veut redevenir un homme, ni qu'il est très vieux, ni qu'il est amoureux de Jasmine, ni que Sale Connard est son ennemi. Et comme tant d'autres choses dans la série, il rendrait très bien en jouet. C'est aussi en ça que la série fait très années 80. Les personnages ont un look de figurine articulée, et Conan a différentes tenues très stylées pour les différents environnements dans lesquels il évolue, comme une poupée Barbie dont on voudrait vendre les accessoires. L'autre lieutenant d'Iramon, Skulkur, rendrait lui aussi très bien en jouet, mais très différent de Winfang. Lui, c'est un méchant très méchant. Quoique moins développé que Winfang, il a aussi une origin story. Lui aussi était un homme, Sakumbe, à qui Iramon accorda une certaine forme d'immortalité. Les morts ressuscitent en sa présence et il peut donc convoquer une armée de squelettes. Lorsqu'il tombe en morceaux, ce qui ne manque jamais d'arriver, il suffit de le recoller et de le remettre dans sa tombe où il se repose en attendant les ordres. Il est surtout là pour apporter de la diversité aux scènes de combat, sans quoi le spectateur se lasserait des hommes serpents. Puisqu'on parle des hommes serpents,
On a dit qu'il y en avait deux types. On a dit aussi que la série faisait très années 80. Un élément qui contribue à donner cette impression, c'est les mascottes. Les gentils en ont une, Needle, adaptée donc de la première nouvelle, et les méchants en ont une aussi, Drex, adaptée de la troisième nouvelle. Non, sérieusement, cette nouvelle, le dieu dans le sarcophage, fait état de redoutables créatures stygiennes, éternelles comme semble l'être Drex, qui sont des serpents à visage humain. Bon, le visage est censé être beau, mais sinon ça colle. Dans la série animée, Drex n'est pas unique en son genre, mais il est le principal représentant de sa variété d'hommes-serpents. Si on considère qu'Iramon est roi, alors Drex est à la fois son premier ministre et son chambellan. Il était déjà celui de Ramamon, le prédécesseur d'Iramon, plusieurs siècles plus tôt. Il est apparemment indispensable d'une façon ou d'une autre, car même s'il a failli aux 2 mètres qu'on lui connaît, il reste indéboulonnable. Il doit avoir une importance rituelle ou une valeur religieuse quelconque, c'est la seule explication possible. L'autre étant que les grands méchants qui ne tolèrent pas l'échec le tolèrent en fait très bien dans les séries animées pour la jeunesse avec beaucoup d'épisodes. Drex n'est pas un personnage très intéressant. Mais c'est assez fascinant qu'on ait inclus un personnage comme ça dans une série par ailleurs fort sérieuse et avec une bible littéraire aussi travaillée. D'autant plus qu'il ne rend pas très bien en jouet. À l'inverse de son maître, Iramon, fanatique religieux au service de son maître le dieu Seth, comparable donc à Aker dans Papyrus, c'est aussi et surtout un seigneur des ténèbres avec son casque à cornes. Il règne sans partage sur la Stygie et grâce à l'anneau noir, il peut lancer des sorts et des malédictions par lui-même sans invoquer son dieu, ce qui le crédibilise en tant que méchant autonome. C'est lui, et pas Seth, qui a changé les parents de Conan en pierre. C'est donc bien lui, et pas Seth, le méchant le plus important de la série. C'est un sorcier puissant et un combattant capable, avec lequel seul Conan peut rivaliser. Courageux mais pas téméraire, il sait battre en retraite quand il est mis en difficulté et peut compter sur ses 2 dragons roses pour lui sauver la mise quand ça tourne mal pour lui. Il est donc plutôt évident pour le spectateur qu'il ne pourra vraiment être vaincu que chez lui, en Stygie, dans sa salle du trône, ou quand il n'est pas en campagne, il attend lascivement dans une pose qui est un peu l'inverse de celle de Belphégor en fait. Protégé par l'anneau noir, il résiste aux effets du métal étoile, qui ne fait que révéler ses traits reptiliens. Sa véritable apparence, il la dissimule pour les relations internationales, car tout le monde ne sait pas que la Stygie est peuplée d'hommes-serpents, et aussi par nécessité, car Iramon n'est pas vraiment un homme-serpent. Ce qu'il est vraiment, nous vous laissons le découvrir par vous-même. Son origin story est intéressante, et comme tout le reste, fait l'objet d'une sous-intrigue suivie. En dépit de cette origine intéressante, ou peut-être à cause d'elle, Iramon n'est pas un personnage complexe. À l'inverse de ses lieutenants et des autres méchants, il est vraiment purement maléfique et l'a toujours été. Le préfixe Ir de son nom est bien à comprendre comme le mot désuet Ir, qui veut dire colère. C'est Raphamon en anglais. Le Hamon, c'est bien évidemment parce que la Stygie, c'est l'Égypte antique. Le titre Hamon vient des nouvelles. C'est un bon méchant, auquel Henri Poirier donne une envergure toute particulière en VF. Voilà des mots nobles et subtils, Prince Zola, mais d'une futilité terriblement puérile. Une série avec une telle richesse, qui met une telle emphase sur ses enjeux, a besoin d'une fin. Et de fait, elle en a une. Tout n'est pas résolu. Il reste une, peut-être 2 sous-intrigues qui n'ont pas de conclusion à la fin de la série, mais qui ont malgré tout suffisamment progressé pour qu'on s'en contente. Les dialogues suggèrent la possibilité d'embrayer sur de nouvelles aventures. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Il y a eu une saison 3, intitulée Conan and the Young Warriors, mais elle n'existe pas en français, elle est très difficile à trouver en entier, n'a en commun avec les 2 premières saisons que le personnage titre et rien d'autre. Donc ce serait plutôt une série différente. Une saison si on en croit les sites d'information. De plus, Conan a le même aspect dans cette 3e saison. Cette 2e série. Ça va pas recommencer, c'est une saison. Une série. Au fond, j'en sais rien. On a hésité à regarder... Ou plutôt, j'ai hésité à regarder, mais j'ai renoncé. J'ai préféré croire Internet sur parole et ne pas me gâcher la vraie série, donc... on n'en parlera pas. À travers cette description un peu générale de la série et de ses personnages principaux, on a déjà un peu tout dit. La série est plutôt originale dans son contenu, avec un univers visuellement riche, qui puise dans l'œuvre d'origine une complexité peu courante pour les séries de ce genre, tout en maintenant la cohérence nécessaire pour que cette complexité ne paraisse pas factice. Elle est assez atypique en termes de structure avec ses sous-intrigues suivies, mais elle est très classique en termes de format, avec des aventures du jour tantôt inédites, tantôt convenues, et tantôt... Quoi ? Ah oui. Il y a, en plein milieu de la saison 2, un épisode qui n'a rien à voir avec la choucroute, intitulé « Les empereurs sont des tricheurs », notez que c'est un titre déjà bizarre, mais il y en a d'autres du même genre pour des épisodes moins bizarres, bref. Où Conan, accompagné seulement de Needle et semblant ne pas se souvenir de ses autres compagnons, en particulier de Jasmine, se porte volontaire pour sauver une princesse retenue prisonnière par un sorcier, car l'empereur de Vindia, père de cette princesse, lui a promis son trône en échange. En fait, il s'avère que cet épisode est une adaptation très libre de la nouvelle Le Peuple du Cercle Noir, dont elle reprend plusieurs éléments visuels et plusieurs concepts.
Le scénario de l'épisode est plutôt simple comparé à celui de la nouvelle, mais sans rapport avec l'intrigue d'Iramon et des pauvres parents de Conan et contenant des détails incompréhensibles sans avoir lu le texte original. Il y a cette séquence d'hallucination où la princesse revit d'un coup toutes les existences de tous ses ancêtres féminins depuis la nuit des temps, existence faite de vexations en tout genre, le sorcier espérant par ce biais lui rappeler que princesse, elle, ne l'a pas toujours été, et la réhabituer à l'idée d'être son esclave. Sauf que dans l'épisode, on voit juste la princesse dans différents habits être attaquée par un ptérosaure et mourir de diverses façons. Tu l'as dit, ce n'est pas le seul épisode adaptant une nouvelle, ni le seul où Conan semble oublier Jasmine parce que adapté d'une nouvelle ou de plusieurs. Mais celui-ci, par son côté sorti de nulle part, étonne. Puisqu'il a une intrigue complètement autonome, on peut se demander si ce n'est pas en fait l'épisode pilote présenté aux diffuseurs pour leur donner envie d'acheter la série complète, qu'on a inséré là a posteriori sans trop réfléchir à sa place dans la continuité. Qu'importe, il me suffit de savoir qu'il ne s'agit pas d'un délire absurde de scénariste mais d'une adaptation pour considérer cet épisode comme un hors-série. Une curiosité qui aurait plus eu sa place en bonus de DVD, mais qui s'est glissée au milieu d'une série par ailleurs plutôt homogène, où, malgré tout, comme j'ai dit, le très original côtoie le très classique. En effet, à côté d'épisodes surprenants comme celui où Iramon profite d'une discorde entre les Cimmériens et les Vanir pour voler tout le métal étoile des deux armées, il y a le traditionnel épisode de la transformation comme dans Aladdin et Jackie Chan, l'immortel épisode des phobies comme dans La Légende des super-héros et Extreme Ghostbusters, et l'impérissable épisode du futur apocalyptique comme dans Gargoyles et encore Extreme Ghostbusters. Mais la série gère le contenu aussi bien que l'inédit, ainsi être un épisode type ne présume pas de si l'épisode va être bon ou mauvais. Tous les épisodes ne se valent pas, et il y en a quand même des un peu cons, mais la série n'en paraît pas moins suffisamment homogène, comme tu l'as dit, pour convaincre. Tout ça pour dire que Conan l'Aventurier est un dessin animé qui sait exploiter les spécificités de son univers riche et de ses personnages bien développés pour créer la surprise dans le contexte d'une série par ailleurs conçue selon la formule standard en Occident. Pour avoir su composer efficacement avec les contraintes imposées à ce type de production et pour avoir su tirer le meilleur de la série d'action-aventure occidentale semi à suivre, Conan l'Aventurier mérite qu'on s'en souvienne. Quand j'aurai réglé le compte d'Iramon, je reviendrai te chercher. Bon, et à propos, puisque vous êtes là, essayez donc de trouver un petit tour qui en connaît plus d'un, un tapis volant qui prend son déjeuner, un escalier qui ne mène nulle part. Pourquoi faut-il toujours que tu joues les gars fauchés? Ce repère symbolise tout ce que tu dois définitivement oublier. Et je crains de devoir insister. Je ne m'abaisserai pas à vous attaquer pendant votre sommeil. Pourtant... Elle m'a fait une proposition que j'ai acceptée. Sa liberté contre ces deux fleurs. Attendez, il y en a plein par ici. Je vous en rapporte deux, c'est promis. Deux. En tant que président des Amis de l'Espace, j'ai le devoir de rester à l'écoute de nos frères qui souhaiteraient se manifester. Tu es trop bête pour comprendre. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Où est-ce qu'il peut bien se cacher? Il ne doit pourtant pas être bien loin. Toutes tes chaînes ne pourront jamais retenir nos âmes, Iramon. L'amulette de Vatellos est trop précieuse pour être portée par un vulgaire barbare. Rigus Atelos! Que me veux-tu? Quant à moi, je m'appelle tout simplement Snag et je peux te dire que je suis bien plus civilisé que ce barbare. Tu n'es pas capable de lutter contre ma volonté. Je t'attendrai pour un combat loyal. N'oublie pas d'apporter l'armure sacrée. Un homme, peut-être. De là à dire qu'il était bon, qui peut le savoir? C'est drôle parce que je t'ai pas trouvé tellement détendu quand je suis arrivé. Mon histoire ne t'a pas laissé indifférente, mais malgré tout, tu m'as fui. Tu as bien dit, Tsadinard, je suis ton homme, si on peut dire. J'ai fusillé le reste de ma planète avec mon projet scientifique de terminale. Je me suis mis 20 sur 20. Mais où il est passé ce gros balourd? Avec lui, on enchaîne problème sur problème. Vous avouerez que c'est tout de même humiliant pour ce pauvre Mario. Vous l'avez pour ainsi dire obligé à rivaliser avec un enfant. Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique, celle du bien contre le mal. Et il se bat pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre, pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants.
cours du prochain épisode. Bon, par contre, faut arrêter avec ça. Les résumés d'épisodes suivants, ça sert à rien à part spoiler. Soit votre public aime la série et il regardera l'épisode suivant, soit il aime pas et c'est pas un vague résumé d'épisode suivant qui l'incitera à regarder si l'épisode en cours n'y a pas réussi. C'est nul, il faut foncer sur la télécommande pour ne pas se gâcher la surprise. C'est encore plus nul dans les séries comme Fullmetal Alchemist Brotherhood qui, de temps en temps, c'est même pas systématique, mettent une scène essentielle de l'épisode en cours entre le générique de fin et cette séquence sur l'épisode suivant, ce qui oblige à regarder au moins le début du résumé d'épisode suivant pour être sûr de ne pas louper un stinger important. C'est pas clair dit comme ça? Normal, c'est absurde comme pratique. Dans Conan, le problème est différent. Sur les fichiers que nous avons, le résumé en question ne correspond pas du tout à l'épisode qui suit. Et parfois, ne correspond à aucun puisqu'il s'agit d'un résumé d'une sous-intrigue de la série déguisée en résumé d'épisode suivant. C'est n'importe quoi.